Merci. Donc on voit bien, Bénédicte, vous nous expliquez bien qu'il y a là un véritable enjeu de solidarité, qu'il soit intergénérationnel ou international. Mais finalement, qu'est-ce qui vous a, vous les uns ou les autres, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à vous saisir de ces sujets-là? Pourquoi? Et Xavier, par exemple, tu parlais tout à l'heure que tu avais passé 18 ans dans le secteur marchand, et puis tout à coup, il se passe quelque chose. Tu dis, il faut faire quelque chose pour que le monde change. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a passionné? En fait, je pense que c'est un cheminement d'abord. Je ne pense pas qu'on change de secteur ou de métier du jour au lendemain sur un coup de tête. Et quand je relis l'itinéraire, finalement, moi je me souviens quand j'étais jeune, parce que j'ai 54 ans, je ne suis plus dans la catégorie des jeunes, j'avais 22 ans et un ami m'a emmené dans un truc, ça s'appelle CEDEPS, qui était le centre d'études et de diffusion de l'enseignement politique et social de l'Église. Je me suis dit, mon Dieu, je suis rentré là-dedans et donc j'ai travaillé énormément la doctrine sociale de l'Église. Et pendant 1 ou 2 ans, finalement, en perdant 90%, et puis en sachant, bon, j'y allais, parce que c'était sympa, j'avais des potes sur place. Et finalement, vous savez, quand vous faites quelque chose comme ça, ça finit par rentrer. Hein, c'était quand même 2 heures par semaine. Donc ça rentre, vous faites des amis, et puis progressivement. Et en fait, j'ai compris que cette fibre de vouloir m'engager plus loin, elle est finalement née là. Parce que je ne crois pas qu'il faille différencier le monde marchand ou le monde non marchand dans l'engagement. Moi, je sais que mon premier engagement, ça a été finalement de me rendre compte que lorsque, assez tôt, j'ai eu des équipes à manager, et si on voulait faire bouger les lignes, si on voulait que les gens puissent travailler ensemble, si on voulait créer laisser la créativité émerger, créer de la performance, eh bien, il y avait dans cette DSE un outil qui était magnifique, qui était la subsidiarité. On en parle énormément, on en parle beaucoup, on ne fait que d'en parler, mais on l'applique très peu. Et en fait, quand vous l'appliquez, et après je vais venir sur le basculement, mais quand vous l'appliquez, c'est une petite bombe, parce qu'en fait, ça permet, quand vous le faites vraiment, de remettre le pouvoir et la responsabilité à son juste niveau. Et je me rappelle d'un prof qui me disait toujours, le juste niveau est toujours un cran en dessous de celui auquel tu penses. Et en fait, vous vous rendez compte que là, vous créez du lien, vous créez du lien, vous avez finalement un nombre de problèmes qui vous remontent, qui baissent d'année en année. Et en fait, je me suis rendu compte qu'une fois qu'on créait ce lien et ce lien en entreprise, on avait toujours envie d'aller plus loin. J'ai quitté le secteur marchand parce que finalement, j'ai été un peu embarqué par la désespérance. Et à un moment donné, il ne faut pas désespérer, qui était de voir des sociétés cotées en bourse, les deux en tout cas dans lesquelles j'étais, et qui peu à peu sont passées dans la surenchère du reporting, des processus, d'une autonomie de plus en plus faible. Et donc l'envie d'aller voir ailleurs ce qui se passait, et donc de basculer dans le monde non marchand, tout en ayant le sentiment qu'il y avait quelque chose à jouer dans les passerelles, à jouer entre les deux mondes. Et en fait, je me suis engagé d'abord à la Fondation d'Auteuil, parce que vous parliez des problèmes sociaux. Il faut savoir qu'en France, il y a environ 150 000 jeunes qui sont en danger, 1,5 million qui sont en voie de déscolarisation, qui n'atteignent pas les niveaux qu'il faudrait pour leur génération, et que ce phénomène de décrochage social, il va arriver. Et comment, finalement, en prenant un savoir-faire, vous mettez au service d'une organisation pour la développer, pour faire en sorte que l'action auprès des jeunes puisse émerger, puisse naître. Voilà, j'ai la fièvre qui monte, donc je vais stopper là. Et je ne vais pas dire tout ce que je voulais, mais tant pis. Bon. Mais alors, finalement, y a-t-il un salut, j'allais dire, dans le secteur marchand, finalement? Puisqu'on se dit l'action sociale et l'impact sur le monde, sur les jeunes, il est possible par les apprentis d'Auteuil, par la Fondation Entreprendre, mais une entreprise cotée en bourse, comment fait-elle, Nicolas? Alors, ok. Alors, Xavier, il a parlé de ses 22 ans. Moi, je vais aller encore plus loin. C'est la faute à mes parents et à mon grand-père. Non, je vais faire court. J'ai grandi à Bormes-Mimosa. Mon père était agriculteur, donc j'ai 52 ans.
Donc c'est le moment où les Algériens reviennent d'Algérie et sont parqués. C'est les camps d'Arki. Et j'ai grandi dans cet environnement. Les ouvriers de mon père étaient berbères, algériens, marocains. Mais sur la propriété, leurs enfants étaient mes amis. Et à l'école, j'étais confronté au racisme de mes autres amis d'école qui ne les acceptaient pas comme moi je les acceptais. Donc ça, c'était le premier choc en tant qu'enfant. Et aussi, la télévision est arrivée. Et j'ai le souvenir des premières images sur les camps, les camps de concentration. Et mes parents ne maîtrisaient pas ces images-là parce que la télévision est arrivée dans la maison. Et j'ai le souvenir de mes parents se mettant devant, s'interposant entre nous, les enfants, et l'image. Les images, vous les avez toutes vues, mais à ce moment-là, c'était très violent et c'était pas tellement l'image, c'était l'effroi de mes parents s'interposant entre l'image et nous, les enfants. Étudiant à Paris, j'ai eu de longues conversations avec mon grand-père sur l'esprit du monde, où allait la France, les PME qui se délitaient et ainsi de suite. Moi, j'ai baigné là-dedans et je pense que c'est ça qui a forgé mon intérêt pour le sujet. Et donc, j'ai fait 5 entreprises avant de rentrer chez Nestlé. Donc, j'ai vu différents secteurs. Et à chaque moment où je changeais d'entreprise, ça me tentait d'aller dans une ONG ou à la Commission européenne ou aux Nations Unies. Mais en y réfléchissant un petit peu, je me rendais assez rapidement compte que j'y survivrais pas une demi-journée parce que j'ai un gars du business. Voilà. Et il fallait de la gestion de projet. Mais ça me titillait. Et juste avant de rentrer chez Nestlé, donc porté par tous ces problèmes, mes lectures, c'est pas des romans policiers, c'est malheureusement les problématiques politiques, économiques et ainsi de suite. Et donc on n'arrive pas à partager les lectures avec mon épouse parce qu'on n'a pas ces mêmes centres d'intérêt. Mais moi, c'est ça, depuis tout le temps. Et donc il y a 15 ans, je me retrouve en situation dans la Nièvre d'essayer de participer au montage d'un partenariat public-privé. À cette époque-là, c'était un peu un animal bizarre. Il s'agissait, j'avais l'idée de faire travailler les politiques, les universitaires et les chefs d'entreprise pour maintenir de l'activité et voir la développer. J'ai fait ça pendant 1 an, j'ai pas gagné un franc, et c'est à ce moment-là où je suis rentré chez Nestlé. Mais pas par passion, pas parce que j'étais attiré par la grande entreprise. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'étais dans l'ONG que je cherchais. Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise qui est partout dans le monde, qui est confrontée aux problématiques que l'on rencontre tous aujourd'hui, environnementales, sociales, l'agriculture, l'utilisation des ressources, le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement, la publicité responsable auprès des consommateurs, et ainsi de suite. Tous les problèmes sont là. Et donc, assez rapidement, je suis rentré donc, en tant que contrôleur de gestion dans une usine dans le nord de la France. Je me suis intéressé à ce que Nestlé pouvait me permettre de faire à l'intérieur pour pouvoir contribuer au sein d'une entreprise internationale à un business plus responsable. D'abord au sein de l'entreprise, mais au-delà. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que j'étais moine soldat. C'est parce qu'effectivement il y avait une certaine forme d'activisme dans ma démarche. Et donc au bout de 4 ans dans cette usine, j'ai décidé d'aller à Davos sur mes vacances pour comprendre ce qui s'y passait. Et à ce moment-là, j'ai rencontré des gens de Nestlé du siège, et de fil en aiguille assez rapidement, ils m'ont proposé d'aller au siège et de les aider à mettre en place le programme de vérification de la conformité des aspects sociaux et environnementaux du groupe. Et de fil en aiguille, et c'est ce que je fais depuis 5 ans, je suis au département des ressources humaines où je suis chargé de renforcer la dimension valeurs, principes, éthiques auprès des employés pour qu'ils comprennent ces valeurs qui sont là depuis très longtemps dans le groupe, mais l'importance qu'elles ont pour faire du business responsable dans une entreprise internationale cotée en bourse. Voilà, donc
À la question d'où vient cet intérêt pour le sujet, je vous l'ai dit, c'est mon histoire. Voilà. Merci Nicolas. Gilles, vous êtes sur un secteur d'activité quand même très, très particulier, si je puis dire, qu'il faut d'ailleurs que vous nous expliquiez un petit peu. Et qu'est-ce qui vous attire là-bas? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? J'ai envie de repartir un peu de ce que disait Bénédicte tout à l'heure. Elle nous a dépeint un tableau qui est assez noir, il faut reconnaître. Hein. Et après ça, elle nous dit, on est déjà arrivé dans le mur, mais le mur est mou, etc. Maintenant, il faut être créatif. C'est vrai qu'on a un peu la barre à l'estomac en écoutant tout ça. Et bon, écoutez, moi, je me suis trouvé dans des situations, on va dire, de contamination chronique, dans lesquelles des populations étaient progressivement engagées dans une espèce de spirale de perte de qualité de vie, de doute, de perte de confiance. J'appelle ça des situations 4D, hein, c'est-à-dire doute, défiance, déni. J'ai oublié le quatrième. Ça va revenir. En fait, je pense que moi, je me suis intéressé en fait à cette espèce de système que nous formons, une sorte de voiture folle qui avance à toute vitesse. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut l'arrêter? Est-ce qu'on peut tourner à droite? Est-ce qu'on peut tourner à gauche? L'accélérateur est bloqué. Est-ce qu'on peut changer de vitesse? Il ne semble pas qu'on peut changer de vitesse. C'est effectivement un petit peu angoissant. Et ce système n'est pas si ancien que ça. Il a, grosso modo, c'est un système politique, un système de vivre ensemble qui a à peu près 200 ans, on va dire. C'est ce qui a accompagné la mise en place d'un dispositif de développement industriel. Et il a un certain nombre de caractéristiques. Et notamment, dans les caractéristiques, il y a le fait que nous, en tant que personnes, nous sommes censés nous occuper de notre intérêt. Et puis, on a un système collectif avec un État, avec des experts. Puis, il y a aussi un marché qui, au fond, oriente nos décisions, qui nous coordonne socialement. Et c'est ce système, d'une certaine manière, qui ne fonctionnait pas de manière absolument évidente dans un contexte de doute, on va dire, d'implosion d'une société prise par un problème de contamination qui vient progressivement tout contaminer. C'est invisible et en même temps, on ne sait plus si on peut manger les choses, on ne sait plus si on peut vivre là, on ne sait plus si on peut en donner à ses enfants, on ne sait plus si l'État dit des choses vraies ou pas, on ne sait plus si les experts disent des choses vraies ou fausses. Tout est progressivement contaminé. Or, en fait, le propre de l'homme et le propre d'une société humaine, c'est d'arriver à construire de la confiance et d'avoir un système social qui fonctionne. Et ce qui était tout à fait frappant, c'est que ce système social ne fonctionnait plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un peu comme quand on rate une mayonnaise. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps. On reprend un petit bol, on met une cuillère d'eau chaude et on remet un peu de mayonnaise et on tourne. Et on essaye de redémarrer autre chose. Et en fait, on a reconstruit un système à partir des personnes. C'est-à-dire qu'on savait qu'on avait besoin des experts, qu'on avait besoin des professionnels, qu'on avait besoin des autorités, qu'on avait besoin des financiers. Tous ces gens-là, en fait, ils étaient là, mais leur fonctionnement n'arrivait plus à fonctionner ensemble. Et en fait, le système de déresponsabilité amené par les formes modernes de coordination ne permettait plus de rebâtir une société. Et en fait, pendant longtemps, j'ai eu l'impression que c'était des bulles dans lesquelles je travaillais. Je travaille encore maintenant en Guadeloupe, en Martinique, où il y a une très grosse pollution agricole. Mais en fait, c'est des bulles, mais ce n'est pas des bulles, parce que c'est exactement pareil chez nous. C'est-à-dire qu'on a une société, une cohésion sociale qui est comme une banquise qui fond. Et on n'a pas les mécanismes pour refaire société ensemble. Et en fait, la seule manière de partir, c'est de partir des personnes et progressivement d'agréger avec les autres. Mais ça veut dire que ce n'est pas un système qui descend, ce n'est pas un système où on va dire voilà comment vous allez fonctionner, voilà les normes, où on va essayer de guider les gens, radio-guider, j'ai envie de dire, les gens de l'extérieur. C'est quelque chose où on va les amener progressivement à construire un bien commun. C'est-à-dire quelque chose qui est bien pour eux et qui est bien pour tout le monde. C'est ça, on va dire, le chemin selon mon expérience, d'une certaine manière. Voilà. Merci. Vous, Père Devers, qui êtes un peu à cette croisée des chemins entre les personnes mal logées, les pouvoirs publics, les individus que nous sommes tous, les entreprises privées, comment voyez-vous cette coordination, cette nouvelle cohésion sociale qui est en train de se reconstruire, que l'on essaye de reconstruire? Alors cette cohésion sociale, c'est bien souligné, c'est une banquise qui est en train de fondre. Et donc il y a bien une invitation précisément à dire qu'il faut agir et agir maintenant.
Moi, je l'ai un petit peu souligné tout à l'heure dans le Méli, pour partager un peu mon engagement spirituel, parce que finalement, c'est ce qui me fait agir aussi. Je crois qu'il n'y a pas, voilà, j'espère ne blesser personne, mais il n'y a pas un autre monde. Ce monde, il est commencé, j'aime bien l'expression de les vers de Paul Éluard, il dit « Il est un autre monde, mais il est dans celui-ci ». Et donc nous sentons à la fois qu'il y a une pression extrêmement forte et qu'on ne va pas s'en sortir précisément dans des rêves. Ou bien alors, ça voudrait dire que nous ne savons pas suffisamment rêver nos rêves au point de ne pas parvenir à cette détermination dont parlait Béatrice, sur en fait quel changement possible. Sur la question du logement, c'est pourtant à portée de main, en tout cas. Qu'est-ce qui manque? Il manque, allez, peu importe les chiffres, mais 1,5 million de logements. C'est-à-dire une production de 4 années. Et notre pays n'arrive pas à s'engager pour dire, sur 4 ans, en tout cas sur une mandature, on va faire en sorte de s'investir pour refuser absolument l'inacceptable. Et quelles que soient les sensibilités politiques, en tout cas jusqu'alors, on parle au début en fait des campagnes, on parle bien sûr du mal logement, puis plus on va arriver de la date proche de la date en fait du vote, comme par hasard en fait il y a une sorte de silence. Alors ici, que faire? C'est quand on parle du mal logement, ce mot est bien nommé, le mal, c'est un malheur. Et face à ce malheur, tous quand même, d'une certaine façon, à commencer par moi-même, finalement, nous consentons à ce malheur. Le malheur, c'est ce mal. Il y a bien des soins, mais ce sont des soins palliatifs. On intervient ici à là, quand il y a en fait, notamment avec le thermomètre, enfin, c'est trop grave, donc en fait il faut trouver des solutions, mais qui sont toujours des solutions finalement qui sont que des béquilles. Et donc il y a une invitation, et je trouve que c'est important que ce forum nous achète, que vous puissiez, là où vous êtes engagés, dire voilà, il y a des situations que nous ne voulons plus accepter. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus accepter qu'une maman, que des gosses, il y a 600 000 gosses en France, 600 000, qui sont victimes du mal logement, parce que le mal logement, c'est le syndrome de la pauvreté. Et finalement, qu'est-ce que nous devons faire? Et donc c'est une invitation à pas simplement s'inscrire dans le caritatif. Alors je vais rejoindre sur la question de l'entreprise. Comment en fait l'entreprise, l'entrepreneuriat peut devenir un vecteur pour faire changer. Et je crois qu'il ne s'agit pas de le demander aux autres. Espérer, c'est bien l'espérance qui nous réunit les uns et les autres. L'espérance, ce n'est pas un mot creux. Espérer, c'est créer. Espérer, c'est imaginer. Espérer, c'est entrer en résistance. Je l'ai évoqué aussi. Et donc, il y a une économie, et je ne voudrais pas que ça soit une niche qui soit pour nos bonnes consciences. Pour ça qu'habitat humanisme, ce n'est pas très intéressant en tant qu'habitat humanisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une possibilité de lever des fonds à partir desquels eh bien, on construit autrement. Et cet acte de construction s'inscrit dans ce vivre ensemble, ça a été évoqué. Alors faisons attention sur l'expression du mot vivre ensemble. Je ne pense pas qu'Habitat Humanisme non plus a réussi le vivre ensemble, ça se saurait d'ailleurs. En fait, on crée les conditions d'espace à partir desquels on peut se réunir. J'aime beaucoup l'expression de notre pape François dans son exhortation apostolique, la joie de l'évangile. Il dit quelles sont belles ces villes où l'architecture précisément
a prévu qu'il y ait des espaces pour que les différences puissent cohabiter. Quelles sont belles ces villes où la différence sociale devient une chance pour plus de cohésion, cette cohésion sociale dont vous parlez. Et donc il y a d'abord finalement une invitation à une réconciliation. Tant que nous ne travaillerons pas sur cette réconciliation, une double réconciliation. Première, c'est cette réconciliation de l'économique et du social. Arrêtons ces ruptures. Cette réconciliation de l'humain et de l'urbain. Et cette réconciliation aussi qui est une réconciliation intérieure, de celle à partir de laquelle réconcilier, c'est toujours s'inscrire dans une forme de sérénité qui finalement est la condition pour sortir des peurs. Et si notre société finalement consent à cette situation d'une cohésion sociale en souffrance, en situation de rupture, c'est que d'une certaine façon, elle n'a pas suffisamment confiance en elle-même, et n'ayant pas confiance en soi-même, finalement, ça conduit à défier l'autre. Changer, c'est possible. Nous, sur une structure comme la nôtre, on lève 20 millions d'euros par an, donc ça permet effectivement de faire un certain nombre de choses. Mais si une structure de type associatif parvient précisément à cette mobilisation, vous voyez bien que si on arrivait en fait à faire en sorte de se dire la question du mal logement, nous ne voulons plus en parler dans 10 ans. C'est ça qu'il faudrait pouvoir se dire. Et vous faites de la politique, vous êtes engagé sur le plan politique, je trouve que ça serait très très intéressant qu'on se dise, voilà, à partir d'expériences associatives, il y a au captif la Libération, il y a votre association, c'est une grande association comme la vôtre, etc. Donc peut-être aussi que nous avons aussi à reconnaître les uns et les autres, que nous travaillons aussi en fait dans nos propres murs et qu'il faudrait peut-être élargir nos murs pour se dire que sur des programmes de cet ordre-là qui sont si importants sur le plan de la cohésion sociale, eh bien travailler ensemble. Et c'est peut-être parce qu'il y aura des signes de ce travail ensemble que cela aussi conduira à un changement. Changer, faire changer, c'est bien précisément une aventure humaine nécessaire et c'est une grande aventure spirituelle. Elle n'est pas une option, elle est une urgence. Merci. Alors justement, j'avais une question un peu piège pour François. Parce que François nous a dit tout à l'heure qu'il avait 35 ans, donc statistiquement, on pourrait se dire, voilà, François peut être élu président dans une trentaine d'années. Alors, maintenant, étant entouré d'acteurs majeurs du domaine associatif, dans l'environnement, les fondations auprès des jeunes en développement d'entreprises, les grandes entreprises cotées, etc. Qu'est-ce que nous dirait l'homme politique face à ces questions-là ? Y a-t-il de l'espoir finalement ? Est-ce qu'on peut redéfinir la façon dont nous vivons ensemble ? Est-ce qu'on peut recréer cette cohésion sociale ? Je disais dans ma présentation que je sortais d'une campagne électorale que j'ai menée pendant 3 mois pour être élu conseiller départemental de la Sarthe sur un territoire qui concentre des problématiques sociales assez fortes, qui concentre la plupart des familles d'origine étrangère. Et dans ce canton, il y a à peu près 25 000 habitants, 15 000 électeurs. Et j'ai fait en porte-à-porte un tiers de ces habitations. Alors les gens n'étaient pas forcément toujours là, mais tout ça pour vous dire que j'ai rencontré quand même beaucoup de monde. En 3 mois, tous les soirs, j'y étais avec ma binôme, qui était elle aussi candidate. Et ce que je constate, c'est que c'est plusieurs choses. La première, c'est que d'une manière générale, il y a une déconsidération très très forte du politique, de sa capacité à changer les choses.
de sa capacité à vouloir un bien commun. Et puis, quand il y a un intérêt pour la politique, il est souvent, de la part des personnes qui sont en face de nous, quand on va les visiter chez elles ou sur le marché, des intérêts qui sont très singuliers, qui sont très particuliers. On est confronté à des personnes qui ne nous parlent pas de la politique, de la cohésion nationale, de la cohésion sociale, qui ne nous parlent pas des enjeux de la lutte contre l'exclusion ou de la lutte contre le mal logement. Ou alors on tombe sur le 1% qui est un petit peu original ou qui a un engagement personnel qui est assez particulier. Donc les hommes et les femmes politiques en France se font élire par principe. Donc, pour se faire élire, ils doivent répondre aux attentes des personnes qui sont devant eux. Ce qui fait que, malheureusement, ils vont fonctionner pour se faire élire comme un bon marketeur, en essayant de bien comprendre les parts de marché qui sont devant eux. C'est quand même assez fréquent. Et puis, ils vont décliner des mesures, qui sont souvent des mesures un petit peu techniques, mais qui sont bien présentées, de telle manière à répondre à ces différentes parts de marché. Voilà, donc ça c'est quand même la réalité de notre fonctionnement politique, avec souvent une actualité qui va très très vite, avec les chaînes d'information qui sont en non-stop. Donc on propose peu de vision, on propose peu un travail pour accompagner les habitants de nos territoires vers un avenir qui soit lointain. Donc ça c'est un petit peu pour répondre aussi à votre question sur les difficultés aujourd'hui pour les hommes politiques et les femmes politiques à proposer de la vision et à tenir des engagements forts pour répondre à des problématiques très très grandes que sont celles que connaissent notre pays. Après moi, ma réponse à moi à ma toute petite échelle est la suivante. Moi je crois beaucoup aux solidarités mécaniques d'Émile Durkheim, qui nous était présenté ce matin par Jérôme Vignon, parce que je pense que ce qui nous permettra d'avoir des habitants dans nos territoires qui adhèrent à des grands projets pour notre pays, qui répondront aux grandes problématiques de notre pays, c'est de les faire rentrer de nouveau dans ces solidarités mécaniques de proximité. Et notamment aussi de ces solidarités mécaniques de proximité avec des personnes qui sont en grande fragilité. Et ça, c'est ça qui participe à l'humanisation de notre société et qui nous permettra de faire rentrer nos électeurs dans une intelligence plus grande, une intelligence politique plus grande. Et si on n'arrive pas à faire ce travail, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite faire à mon niveau, je pense que je n'arriverai pas à les faire arriver à une compréhension de ces grands enjeux qui traversent notre pays. Il y a une nécessité d'humaniser aussi les relations sociales de proximité, et là, je crois que ça nous permettra ensuite aller plus loin. Et puis, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, et c'est mon cas, c'est pour un engagement politique, c'est accepter de durer, c'est-à-dire de durer, pas de tenir son poste ou son mandat envers et contre tout, mais plutôt de durer notamment sur des territoires qui sont difficiles et de durer dans les relations, de s'engager dans les relations dans la durée. Les gens ont besoin de vous connaître, et se connaître, ça demande du temps, c'est exigeant. Et aujourd'hui, je crois malheureusement que les gens ont du mal à consacrer du temps, à donner du temps, et c'est dans ce don aussi que la confiance peut se faire. Et une fois que le lien avec les habitants du territoire est fait, et le lien de confiance, eh bien là, il y a des choses qui peuvent avancer. Merci. Et Bénédicte, une question. Vous qui êtes au contact d'étudiants bien formés, qui sont a priori amenés à occuper des postes à responsabilité, qui viennent vous voir en disant finalement, qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai, vous disiez tout à l'heure, on va dans le mur, finalement on s'en rend tous compte plus ou moins, suivant nos situations personnelles. Quel conseil vous donneriez à un étudiant comme ça qui a 24, 25 ans, en disant écoute, voilà, tu as ta vie devant toi, tu as une vie professionnelle devant toi. Avec quoi faut-il qu'il quitte HEC?
Ou HEC ou pas HEC. Enfin, on a fait un MOOC d'ailleurs pour les non-HEC, enfin pour tous ceux qui veulent d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, tout le monde connaît les MOOC. Massive Online Courses, donc c'est les cours sur Internet. Oui, c'est bien de réexpliquer de quoi il s'agit. C'est un cours en ligne qu'ont suivi là, en l'occurrence, 18 000 personnes. Et le titre, c'était Devenir entrepreneur du changement. Alors, quelle est la démarche qu'on a proposée et en fait celle qu'on propose à nos étudiants, effectivement, dans le master, dans la chaire, celle que, d'une certaine façon, moi j'ai vécue moi-même aussi. C'est déjà, on a utilisé une théorie qui s'appelle la théorie du U. Vous allez voir, c'est pas très sorcier. Ça part d'observer, c'est-à-dire de commencer par ouvrir les yeux sur le monde dans lequel on vit, peut-être en voyageant. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé à la fin de mes études. Je suis allée vivre 1 an au Chili, dans un bidonville. Et là, j'habitais la semaine dans le bidonville et le week-end dans les quartiers riches. Et je découvrais de manière hallucinée ce que je décrivais tout à l'heure, en fait. Ces déséquilibres incroyables qui peuvent exister à l'intérieur d'un même pays. Donc, commencer par s'immerger. Nous, dans le certificat Social Business, on propose aux étudiants d'aller s'immerger 1 semaine, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien, dans une entreprise d'insertion. Donc, commencer par ouvrir les yeux, sentir, regarder, observer, partager la vie des gens. Voir, sentir les difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi observer ceux qui apportent des solutions, se laisser inspirer par ceux qui comme on le voit ici, comme Bernard Devers, qui apportent, qui créent des solutions très concrètes et qui font passer des impossibles au possible. Première étape. Et ensuite, on leur propose comme chemin, un chemin plutôt d'introspection. C'est au fait qui je suis. Enfin, d'abord, qu'est-ce qui me touche moi dans tout ça ? Qu'est-ce qui me touche ? Qu'est-ce qui me fait vibrer, etc. Et qui je suis finalement ? Qui suis-je, quoi ? Quelle est mon identité ? Quel est mon fil rouge ? Quelles sont les capacités, les talents que j'ai reçus ? Et qu'est-ce que voilà, finalement essayer de toucher du doigt son fil rouge, c'est-à-dire une notion un peu d'identité et de mission, contribution. Quelle est ma mission ? Mais si je ne m'interroge pas sur finalement quelles sont mes intuitions profondes, qu'est-ce qui me touche, etc., j'y arriverai pas. Et si je n'ai pas vécu cette période avant d'immersion, d'observation, il y a peu de chances que j'y arrive aussi comme ça. Et donc cette démarche d'introspection, c'est ce qu'on a proposé aussi aux étudiants, aux participants du MOOC, et qu'on propose à nos étudiants par ailleurs. Et ensuite, eh bien, revenir vers la réalité, c'est finalement qu'est-ce que je fais, comment je deviens un acteur de changement, comment je deviens un acteur de transformation. Évidemment, le passage à la réalité, à l'action, parfois il prend du temps. Il peut passer par un certain nombre d'étapes. Ce qu'on leur a montré, c'est qu'il y avait différents moyens de devenir entrepreneur du changement. Ça pouvait être entrepreneur, par exemple tout ce qui est entrepreneurs sociaux, donc tous ceux qui vont créer des structures complètement innovantes, un petit peu éventuellement pour certains à côté apparemment du système, mais donc manifestement pas des entreprises multinationales, donc des gens qui vont créer des structures très nouvelles. Et puis, une autre possibilité, ça peut être aussi d'être ce qu'on appelle intrapreneur, c'est-à-dire rentrer dans une grande entreprise et essayer à l'intérieur d'une entreprise établie ou d'une structure établie, ça peut être une autre organisation qu'une entreprise évidemment, de faire bouger les lignes. Et donc de contribuer à une économie plus inclusive à l'intérieur d'une entreprise, par exemple, si on est à l'intérieur d'une entreprise plus inclusive, plus responsable vis-à-vis de la nature. Donc commencer à être acteur de transformation comme on le décrivait tout à l'heure, parce que aujourd'hui les enjeux sont tels que on a besoin je pense, d'individus qui vont écouter leurs intuitions profondes, se laisser guider et faire passer des impossibles au possible et faire bouger les lignes. Un tout petit exemple, il y en a de multiples. Moi, il se trouve que j'ai fait un travail de recherche, en l'occurrence une thèse de doctorat, sur
la transformation pouvait vivre certains acteurs à l'intérieur d'une grande entreprise. Et j'étais très touchée de voir combien, par exemple, un ingénieur de recherche et développement d'une grosse multinationale qui avant était dans son grand laboratoire super techno, loin du monde, qui semblait pas très très heureux au bout de quelques années de vie professionnelle, et relativement déconnecté de la réalité des gens qui concevaient des produits toujours plus sophistiqués, qui avaient toujours de plus en plus de mal à innover en fait aussi, parce que c'est pas si simple. Combien, en allant développer des produits avec et pour les populations pauvres, donc dans les pays émergents, et bien combien ils pouvaient vivre une véritable transformation personnelle. Et ce qui m'a intéressé, et voilà, de réaliser que, en fait, il avait beaucoup à recevoir de ces populations-là. Tout à l'heure, Jérôme Vignon parlait de la transformation que nous pouvons vivre en étant au contact des plus fragiles. Eh bien, il se trouve que moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises, et de constater que même des acteurs d'une multinationale pouvaient rentrer dans ce genre de transformation. Eh bien, moi, ça m'a touchée. Après, j'ai vu, voilà, il me disait, par exemple, pour certains, voilà, avant un consommateur aussi, c'était un chiffre sur un tableur Excel. Et là, maintenant, je suis dans les rues de Dakar et je réalise que le consommateur, c'est cet enfant qui est malnutri, qui a un tout petit peu d'argent, juste une pièce d'argent dans sa poche. Et je comprends mieux qui il est, quels sont ses besoins, quelles sont ses contraintes, quels sont ses modes de fonctionnement, etc. Donc, une espèce de retour à la réalité, qui est une espèce de reconnexion en fait à la vie aussi. Et puis des acteurs qui étaient certains me disaient, mais moi j'étais un exécutant. Et là, tout à coup, je me redécouvre créatif, créateur, entrepreneur à l'intérieur d'une grosse organisation. Donc cette transformation-là, j'ai pu la constater à de multiples reprises dans de multiples entreprises avec lesquelles on travaille. Et évidemment, tout le sujet la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on passe de transformation individuelle à des transformations beaucoup plus collectives ou organisationnelles. Et donc ça, c'est des processus. Il y a évidemment des conditions pour cela, des conditions d'institutionnalisation. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, c'est des choses que j'ai analysées, mais qui montrent qu'il y a aussi une possibilité de faire en sorte que ce ne soit pas juste quelques individus à la marge qui soient transformés, mais plus globalement, à un niveau d'abord du groupe, puis éventuellement, si les moyens sont mis, si l'intention des dirigeants est là, si la vision des dirigeants est là, etc., de devenir quelque chose de beaucoup plus systématique, plus global et plus organisationnel. Gilles, dans votre activité, est-ce que vous voyez ces transformations émerger, les transformations dont parle Bénédicte, vous qui êtes au contact des pouvoirs publics, des grandes entreprises, des populations, est-ce que vous voyez cette prise de conscience émerger et ce besoin de transformation, enfin disons ce ressenti de ce besoin de transformation émerger? Disons qu'il faut beaucoup d'énergie pour enclencher ces transformations. Et notamment dans la mesure où on se rend compte qu'il y a tout un cadre institutionnel, normatif, presque culturel. Souvent, c'est quand il y a des gros pépins qu'il y a des opportunités. C'est vrai aussi pour les entreprises. Quand elles prennent un gros de bateau sur le nez, quelquefois, elles se mettent à réfléchir autrement. Moi, je crois que en fait, il faut aller chercher ces problèmes qui sont des opportunités. Il y a toute une série de situations dans lesquelles nous attendons des solutions, des experts, des politiques, etc. Moi, je crois que le changement vient d'abord de nous, de notre capacité à nous emparer de ces questions. Nous sommes directement concernés. D'ailleurs, j'avais envie de dire tout à l'heure, la solidarité, ce n'est pas seulement une affaire à deux. En fait, on est solidaire par rapport, c'est un terme juridique, la solidarité, on est solidaire par rapport à un enjeu commun. Il faut qu'on aille chercher cet enjeu commun. C'est pas uniquement, enfin je veux dire, peut-être choqué, mais c'est pas uniquement, c'est pas de la charité en fait. Hein, je suis solidaire parce que nous formons un monde commun, nous avons un avenir commun. Donc je pense qu'il faut se porter sur ces problèmes. Mon expérience professionnelle, c'est que j'ai toujours pu intervenir quand c'était vraiment des situations très, comment dirais-je, quand plus personne n'arrivait à se dire, en faisant comme d'habitude,
le business as usual, en anglais on dit ça, on va pouvoir passer comme d'habitude. Grosso modo, on va pouvoir passer comme d'habitude. Quand ça commence à être vraiment difficile, même l'État commence à se dire on faudrait peut-être faire autrement. Voilà. En ce moment, j'interviens en Martinique, par exemple, dans une situation où c'est clair que si tout le monde ne se met pas autour de la table, on ne va pas y arriver. C'est parce qu'il y a un tel niveau de défiance, ça vient se connecter avec des choses plus anciennes sur le colonialisme, etc. C'est tellement compliqué. Même les acteurs de la société, les professionnels se battent entre eux. Ils disent, j'étais encore la semaine dernière, ils disent, par exemple, les pêcheurs, ils disent, quand on est entre nous, c'est tout le temps des conflits. Alors quand on met l'État avec, ça dégénère totalement. Et l'État, c'est pareil, il y a des gens qui sont, a priori, ils ont de la bonne volonté, mais en fait, ils agissent avec leur système, avec des normes, avec tout un appareil qui n'est pas adapté à la complexité, parce que tous les problèmes se tiennent. Ce qui est au cœur de notre système de coordination, de gouvernance, je dirais, depuis 200 ans, c'est par exemple le découpage thématique. Vous avez les problèmes de société, vous avez les problèmes de logement, vous avez les problèmes de santé, vous avez les problèmes d'éducation, vous avez les problèmes industriels, toutes ces questions sont coupées en morceaux et traitées indépendamment. Or, en fait, le seul qui peut intégrer, c'est l'homme. Et en fait, le fait de les traiter, toutes ces questions, séparément, fait qu'on n'y arrive plus. On n'arrive plus à se faire une mayonnaise, on n'arrive plus à vivre ensemble, on n'arrive plus à faire société. Donc, je pense, la bonne nouvelle de l'affaire, c'est que la ressource, c'est les hommes, c'est leur capacité à reformer société, à construire de la culture, à être créatifs entre eux. Mais pour ça, il faut arriver à se dégager de ces systèmes. Voilà. Mais voilà, il faut, quelque part, il faut effectivement trouver et aller chercher ces situations difficiles. Merci. Xavier, une question. Toi, tu es au contact des jeunes, et en particulier des jeunes entrepreneurs, ou peut-être moins jeunes, mais des personnes qui ont ce désir d'entreprendre. Est-ce que tu sens une évolution chez ces personnes, et est-ce que tu sens que les personnes qui ont ce désir d'entreprendre veulent le faire maintenant différemment? En gros, est-ce qu'il y a de l'espoir, ou dans les personnes qui créent de la richesse aujourd'hui, est-ce que finalement c'est la même chose qu'il y a 50 ans, ou est-ce qu'on peut vraiment espérer s'en sortir quelque part? Alors, pour moi, c'est une vraie source d'espérance, en tout cas. Quand on voit actuellement le tissu d'entrepreneuriat, hein, Bénédicte en parlait, moi je pense qu'il y a un vrai potentiel qui est en train d'émerger. D'abord, un potentiel de solidarité. Je suis quand même marqué de voir le nombre de milliers de chefs d'entreprise qui s'engagent bénévolement pour faire en sorte, en y passant des heures et des journées, qu'une nouvelle génération d'entrepreneurs naisse et que le taux d'échec d'entreprise diminue. Il y a une vraie levée actuellement en France, et c'est extrêmement intéressant, puisque dans les petites entreprises, la création de petites entreprises en France est en train d'atteindre un sommet qu'il n'avait pas atteint précédemment. La difficulté, c'est la croissance en France. C'est-à-dire qu'on crée beaucoup de petites entreprises, on a du mal à faire des grosses PME, on n'a quasiment pas d'entreprises de taille intermédiaire, 4500 contre 13 000 chez les Allemands, et les grands groupes sont quand même pas si pléthores que ça, et surtout très anciens. On ne les renouvelle pas, on regarde toujours un cycle de mort. Donc, il y a une vraie montée de la solidarité autour de l'entrepreneuriat, et ça, c'est un beau signe. La deuxième, c'est que, alors bien sûr, on peut toujours voir les sondages du bon ou du mauvais côté. On nous dit toujours, je ne sais plus, il y a des sondages régulièrement qui sortent pour nous dire que 30 ou 35 ou 40% des jeunes veulent être fonctionnaires. Peut-être. Il n'empêche qu'à côté de ça, le nombre d'associations qui permettent à des jeunes de s'entraîner très tôt, à créer des mini-entreprises au lycée, à s'entraîner à la création d'entreprises au moment de l'université, fait qu'actuellement, des jeunes entre eux, et chaque année il y en a des centaines, des milliers, arrivent au terme de leur cycle de formation à basculer directement en création d'entreprise. C'est plutôt nouveau. Troisième phénomène, on parlait de co-construction, d'hybridation des modèles. Moi, ce qui me marque aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a une génération qui ne travaille pas du tout comme nous et qui ont une vision de l'entreprise. Alors bien sûr, les grands groupes existent, ils continueront à exister très bien, mais qui ont une vision de l'entreprise qui est très collaborative. Moi, j'étais marqué par une discussion que j'ai eue le mois dernier avec un des responsables du Boston Consulting Group qui nous disait, nous, on a un problème majeur qui arrive dans notre secteur, mais il y a d'autres secteurs qui vont vivre la même chose, c'est que ces jeunes de 30-35 ans qui sont, là en l'occurrence, des gens formés au conseil,
Il y a 10 ans, on rigolait quand on les voyait se mettre à 5, à 10, à 15, à 20 ensemble, et on se disait, bon, c'est bon, ils vont prendre quelques PME, ils vont se mettre ensemble. Bon. Sauf qu'il dit, aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, c'est des vrais marques ombrelles, avec que des gens indépendants, qui sont habitués à travailler ensemble. Il disait, objectivement, ce qui sort, c'est bon, leurs documents de référence sont bons, et on rigole plus du tout parce qu'ils nous ont piqué 15% des grands comptes américains. Et que donc finalement, pourquoi? Parce que la créativité d'une organisation qui n'est plus pyramidale mais qui est horizontale permet à des grands groupes de travailler sur des méthodes de collaboration entre leurs salariés avec des process qui ne sont plus des process standards. On a tous vécu des trucs assez standardisés où ça déroule et puis vous avez le rapport. Non, c'est différent. Et on le voit dans plein d'endroits. Vous le voyez actuellement en France, par exemple, ça commence à arriver dans le domaine de la communication. Beaucoup d'agences commencent à avoir des difficultés parce que vous commencez à voir des professionnels qui se rassemblent et qui vont agir ensemble et qui vont agir. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont agir en faisant bouger le territoire autour d'eux. Donc je pense qu'il ne faut pas être pessimiste sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a un vrai potentiel qui arrive. Tu parlais de territoire tout à l'heure. Moi, j'étais marqué aussi par... et je pense que la crise peut être une bonne chose pour ça. C'est qu'il y a des vraies problématiques sur les territoires et la prise de conscience avec la crise que ça va être ensemble qu'on va les résoudre. Je vais prendre un petit exemple. On a rencontré un maire dernièrement qui voulait construire un gymnase. C'est beau un gymnase. Et donc tous les administrés lui ont dit très bien, très bien. Puis il y a un chef d'entreprise qui s'est levé dans la réunion et qui lui a dit, mais écoute René, t'es gentil, mais est-ce qu'on peut penser au bien commun? On est un petit village, on a 4 jeunes. On ne va quand même pas dépenser 30 000 € pour 4 jeunes. Ils sont bien nos 4 jeunes, mais on a 4 jeunes. Il dit par contre, est-ce qu'ensemble, on peut se bouger pour que notre territoire il puisse vivre? Et il dit, je te propose 2 objectifs. Un, et en France, il y en a des milliers d'entreprises qui vont vivre ça. On a une petite boîte de 12 personnes dans notre village. Le dirigeant a 70 ans. S'il meurt demain, l'entreprise capote. Notre richesse qui fait vivre le boulanger et 2 autres commerces, c'est fini. On est mort. On aura un gymnase, on fera un petit coup de foot là, mais on est mort. Et puis, il y a un autre enjeu, c'est qu'il y a des exploitations agricoles qui sont en train de disparaître parce que rachetées, parce que trop petites. Est-ce qu'on ne peut pas former des jeunes à les reprendre? Ou est-ce que demain, on veut avoir 4 grosses boîtes qui vont se répartir la France et qui vont labourer des millions d'hectares? Mais est-ce qu'on veut ça comme lien social? Et je pense que l'intérêt de ce que nous vivons en termes de crise, c'est de repenser notre lien social. Et ce qu'il y a de beau, c'est comme ça va se faire dans la proximité ou en entreprise, eh bien, on peut agir. Le lien social, on est tous une famille, on a tous un territoire dans lequel on vit, on a tous une commune, on a tous une entreprise dans laquelle on est. Quel est le lien qu'on crée autour? Et on voit que si on crée des micro-liens, moi je me rappelle d'une phrase qui avait été dite, je crois que c'était je ne sais plus, c'était la relation d'abord, l'intendance suivra. Et je pense qu'à un moment donné, il faut faire ce pari. On le voit, tu parlais de Nestlé, je sais, mais est-ce que cette relation, on est capable de la créer? Après, ça suit. Il y aura des galères, des difficultés, des machins. Et le vrai enjeu, il est là. Et ce qu'il y a de beau derrière ça, je terminerai par ça, c'est que je pense que dans ce lien qu'on peut déployer, il ne faut jamais oublier que dans le chemin vers l'autre, on ne peut pas couper à passer d'abord par le chemin vers soi. Et que du coup, ça nous oblige à nous poser pour nous redire finalement, je suis qui, je veux aller où, c'est quoi mes forces, mes faiblesses, mes valeurs. Je crois que c'est toi qui disais que demain, ça bougera parce que les jeunes répondent de plus en plus à une envie, à un désir et qu'ils y vont. Et je pense qu'on est tous appelés en tout cas à travailler nos désirs et surtout à les mettre en action. Merci. Alors, nous proposons maintenant un temps de questions-réponses. Donc les micros vont circuler dans la salle. Donc si vous avez des questions pour l'un ou l'autre de nos intervenants, profitez-en. Nous avons à peu près une demi-heure devant nous pour cela. Voilà. C'est l'occasion aussi peut-être de se détendre. Voilà. Et puis, écoutez, voilà, suivant les questions, n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez et pour répondre, compléter une réponse. Voilà.
Bonsoir. À vous écouter ce soir, j'ai l'impression qu'on est tous sur le Titanic. Alors on n'est peut-être pas dans la salle de bal en costume, on est plutôt dans la cale, dans la salle des machines à regarder, à mesurer la voie d'eau. Donc on est plutôt mieux positionné pour prendre les barques de sauvetage. Enfin je ne sais pas, peut-être qu'on sera les premiers à couler. Bon, quoi qu'il en soit, les modes le chemin sur soi, tout le chemin intérieur que vous avez évoqué, qui est très juste. Je pense si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on le partage, on l'a commencé, on l'a engagé. Régulièrement aujourd'hui, on nous demande de nous associer à des manœuvres qui doivent permettre d'accélérer le processus. Ces manœuvres, entre autres, ce sont des manifestations, ce sont des mouvements d'association plus ou moins heureux. Moi personnellement, j'en peux plus. J'ai plus envie de prendre le train pour monter, pour manifester, pour témoigner quelque chose. Je n'ai pas une poitrine à dénuder pour montrer, là aussi pour attirer l'attention en mettant des couleurs criardes dessus. Alors c'est vrai que toute cette petite voie que vous nous avez demandé de suivre, on la rejoint, on a envie de la prendre, mais les autres moyens plus directs de réaction, le père Devers parlait d'entrer en résistance tout à l'heure. Moi, personnellement, j'en ai pas. J'en cherche de nouveaux moyens d'expression et de résistance, mais voilà, aidez-nous à les trouver. Alors, oui, on peut prendre plusieurs questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions enfin, si c'est un peu dans le même thème, ce qui permet de regrouper les thématiques, sinon ça va être compliqué. Non ? Alors, finalement, la question, c'est là où je suis, moi, dans ma vie quotidienne, qu'est-ce que je peux faire ? Hein, si je résume, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui est accessible ? Et finalement, est-ce que le tableau est trop sombre ? Qui veut Oui, Nicolas. On va avoir un micro. Je vais donner la perspective que j'ai de l'intérieur de l'entreprise qui est Nestlé, donc une grosse entreprise. Ce que j'ai observé depuis 10 ans, c'est une transformation systémique de l'approche vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des ONG, vis-à-vis de la sphère publique, et ce au niveau mondial. Et pour moi, elle est source d'une très très grande espérance parce qu'elle va dans le bon sens. Alors bien évidemment, on est dans un mur qui est mou et on le voit, mais il y a beaucoup d'acteurs, aussi bien en entreprise que dans les ONG, que dans la sphère publique, qui en ont pris conscience. Et ce qui va se passer avec la COP21, pour moi, est un merveilleux exemple. L'encyclique du pape qui va sortir, c'est un cadeau extraordinaire. Et donc, il y a quelque chose qui va se passer et qui va nous permettre à tous de nous impliquer là où on est, que ce soit dans notre communauté, dans notre village, dans notre ville, dans notre association, dans notre entreprise. Et les opportunités, ce que j'entrevois, parce que je pense que le terrain est tout à fait fertile, vont être... On aura le choix. Et il faudra juste prendre la décision de passer à l'action. Voilà. Et personnellement, je pense que c'est bien d'aller manifester, habillé ou pas, mais c'est important. Mais je crois que c'est encore mieux d'agir et de contribuer à cette transformation, qu'elle soit dans la solidarité systémique, organique, c'est-à-dire les grandes institutions, tout le monde travaille ensemble et ainsi de suite, mais ne pas oublier aussi la solidarité mécanique, locale. Parce que si on se contente de travailler comme beaucoup avec la COP21 et ainsi de suite vont le faire sur la partie purement organique, systémique, on va en oublier l'humain. Et donc si on arrive à vivre dans cette double solidarité, chacun en tant qu'individu, donc la vision systémique globale, parce qu'on ne peut pas y échapper, et ensuite localement, mon voisin, eh ben, ce serait merveilleux. Alors, deux points qui me paraissent deux choses qui me paraissent pleines d'espérance. La première concernant les grandes manifestations
de ces 3 dernières années, de 2 dernières années. Je crois que dans la rue, avec cette manifestation pour tous, puisque je crois que vous y faisiez allusion, on a des personnes, beaucoup de personnes, qui n'avaient jamais touché à la politique et qui même la considéraient de manière très très négative, qui se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas uniquement rester dans la sphère personnelle. Ce terme est revenu à plusieurs reprises, la sphère personnelle, c'est-à-dire la famille et puis le travail à fond, et puis le reste, je ne m'en soucie pas. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient une responsabilité politique. Il y a eu une prise de conscience politique pour beaucoup de monde qui peut se traduire aujourd'hui par des engagements qui sont des engagements locaux. Hein. On a parlé de territoire, je crois que c'est important de réfléchir à l'échelle d'un territoire parce que les leviers d'action sont plus directs et peuvent être réels. Hein. Et là, dans le mouvement auquel j'appartiens, qui s'appelle Sens commun, on a quand même plusieurs milliers de personnes qui, en moins d'un an, se sont impliquées, et pour la plupart d'entre eux sont jeunes, et ça aboutit à un renouvellement dans certains territoires en France des milieux politiques. Et je crois que c'est vraiment une perspective d'espérance. Hein. Et puis, deuxième chose, dans un environnement ecclésial, j'habite au Mans, et quand on est arrivé au Mans avec Diane et les enfants, il y avait des jumelages qui se mettaient en place entre des paroisses du Mans et puis des paroisses syriennes. Donc là, c'est la question des chrétiens d'Orient, qui est quand même une grande question posée, qui nous est posée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces frères qui meurent à cause de leur foi à des distances qui sont quand même pas très éloignées. Enfin, je veux dire, la Syrie, c'est 3h30 d'avion. C'est quand même c'est proche, quoi. Et bien, et les jumelages se sont mis en place, et puis ça aboutit assez rapidement en fait à l'accueil de familles chrétiennes d'Orient à travers le tissu relationnel de nos paroisses. Et ce côté très incarné de cet engagement de solidarité qui change vraiment, oui, la vie de gens, c'est-à-dire au Mans, mais même plus loin. Je crois que c'est source aussi d'espérance. Hein. Et voilà. Pour aller un peu dans le même sens, on m'entend mais au niveau plus consommateur, enfin, parce qu'il y a de multiples niveaux, on a de multiples casquettes dans notre vie, donc au niveau consommateur, c'est la question, c'est finalement comment est-ce que je me comporte en tant que consommateur. Donc je peux aller faire mes achats comme d'habitude, acheter les produits les moins chers, en grande distrib, tout ce que, enfin voilà, la caricature de ce qu'on vit couramment d'ailleurs. Ou alors moi il se trouve que j'ai une amie qui a monté voilà, une filière courte comme ça se développe beaucoup aujourd'hui. Elle va récolter les produits bio des agriculteurs du coin, elle les met en vente une fois par semaine. Alors c'est contraignant, il faut que j'y aille, il n'y a pas d'emballage, c'est casse-pied, enfin bon, etc. Mais il n'empêche que c'est des petits gestes citoyens comme ça qui font potentiellement bouger beaucoup de choses. Il y a un mouvement qui a été créé qui s'appelle le mouvement des villes en transition, qui dit mais finalement si on veut aller vers une transition vers une ère sans carbone, il faut que n'attendons pas tout de l'État, etc. C'est chaque citoyen à niveau local de se mettre en branle, et donc de créer voilà, de tout ce qui est filière courte, des jardins partagés, et donc aller voir sur le site des villes en transition, ça donne plein d'idées, voilà, d'actions, de consommation, on va dire, ou d'actions de solidarité mécanique, comme on l'évoquait tout à l'heure. Ensuite, si on a un peu d'argent et qu'on va investir, dans quoi est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on demande les rendements les plus élevés, ou est-ce qu'on est prêt à investir dans des fonds solidaires qui vont aller voilà, investir chez Habitat Humanisme, par exemple, ou d'autres structures? Voilà. Donc, après, au niveau de son travail, de son engagement professionnel, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui vous indigne, qu'est-ce qui vous touche, et à partir de là, voilà, ça passe nécessairement, me semble-t-il, par un minimum d'immersion, d'introspection, oui,
Je pense qu'il est difficile de faire l'économie de ces étapes. Moi, je connais quelqu'un aux Philippines qui a rénové 2000 bidonvilles, qui fait un travail absolument remarquable aux Philippines. Mais il a passé du temps d'abord gratuitement dans les bidonvilles à côtoyer la vie des dealers de drogue, etc., avant d'en venir à l'action. Donc l'action, agir pour agir, agir trop vite, à mon avis, ça ne mène pas à grand-chose si on n'est pas un tout petit peu à l'écoute de soi. Oui, ce que je retiens dans ce mouvement social que nous avons connu depuis maintenant 2-3 ans, c'est certainement la solidité de l'engagement des personnes qui sont revenues, qui ont pris leur billet, qui ont pris leur week-end, qui ont pris du temps. Je crois que c'est un signal extrêmement favorable et encourageant. En même temps, je crois que tu disais tout à l'heure qu'ils sont sortis de la sphère personnelle, mais je crois que c'est une invitation à aller au-delà de l'idée d'influencer les politiques, c'est de devenir politique nous-mêmes, c'est-à-dire de prendre la question politique comme la nôtre. C'est un nouveau rapport aux politiques. C'est de sortir de l'idée de faire du lobbying. C'est-à-dire, il y a une expression russe qui a été utilisée par M. Poutine il n'y a pas très longtemps, qui dit il y a un moment, il faut séparer les mouches et les côtelettes. Donc il faut sortir du rôle de la mouche. Il faut arrêter de penser que l'idée, c'est d'aboutir dans le cabinet de François Hollande pour pouvoir lui dire ce qu'il faut faire. Non, il faut construire nous-mêmes, un peu partout. Alors, je pense qu'il y a quand même un effet de puissance. J'ai rencontré un associatif allemand qui disait les associations marchent très très bien en Allemagne, je vais vous dire pourquoi. Et il nous a raconté toute une histoire où l'Allemand, il démarre le matin, il prend sa grosse voiture, il consomme, il va dans son entreprise, et à chaque fois, il est un peu culpabilisé. Il se dit, c'est bien, mais c'est pas très durable. Puis son entreprise se développe très très bien, il agit, il va sur les marchés internationaux, il reprend sa grosse voiture, prend son autoroute, et il prend l'essence. Et à la fin de la journée, il fait un gros chèque à Greenpeace pour se dire, il faut faire quelque chose. Je crois que c'est exactement ce qu'il faut que nous ne fassions pas. C'est-à-dire, il faut que nous mettions cette question au cœur de nos activités. Même si c'est difficile, même si le chemin n'est pas aisé, et il faut que nous nous posions la question de savoir comment nous pouvons remettre nos activités dans le sens du bien de l'homme et de tous les hommes. Voilà. C'est le chemin, notamment, que nous essayons de suivre dans le courant pour une écologie humaine. On sait que ça prendra du temps. Le pape François, d'ailleurs, ne nous dit pas précipitez-vous pour prendre toutes les positions d'un seul coup. Il nous dit engagez les processus dans la durée. Depuis 25 ans que je travaille sur les questions de Tchernobyl, j'ai entendu parler d'urgence. Au bout de 20 ans, j'ai dit écoutez, on arrête, s'il vous plaît, hein. Parce que, en fait, l'urgence, c'est la meilleure manière de ne rien faire. Donc, ce qu'il faut, c'est poser des pas en se disant que ça va rester, que c'est important. Moi, quand j'ai discuté à table avec... je ne connaissais pas Habitat Humanisme. Ce qui m'intéresse énormément, c'est que, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas une entreprise solidaire, c'est une entreprise. C'est un nouveau modèle. En fait, ce n'est pas un nouveau modèle. C'est qu'on est pourri par un modèle d'économie capitaliste nord-américain basé sur l'idée de ne faire que du profit. Ce n'est pas notre tradition entrepreneuriale, hein, entre parenthèses. Hein. Mais voilà, c'est une entreprise qui va durer, en fait, parce qu'elle sait investir dans la durée. Elle sait trouver des modèles économiques fins. Elle n'est pas coincée comme certains promoteurs immobiliers dans cette espèce de modèle avec des rentabilités folles qui vont se casser la gueule demain matin, évidemment. En fait, c'est une entreprise qui sait viser le bien de l'homme et puis faire son profit normalement, faire vivre. Tout le monde doit acheter des machines à laver, un petit écran plat de temps en temps. Enfin, bon, on n'est pas... voilà. Mais ce qu'il faut, c'est effectivement remettre l'homme au centre de cette affaire. Voilà. Et pour terminer, je voudrais parler de chemin viable. Chacun d'entre nous, peut-être que les exemples qui ont été donnés, ça nous donne un peu la barre à l'estomac parce qu'on se dit, oh, bon, de toute façon, moi, là où je suis, qu'est-ce que je peux faire? Je pense qu'il faut trouver un chemin, un petit itinéraire qui est le nôtre. Partons pragmatiquement de là où nous sommes et voyons ce que nous pouvons enclencher. Regardez ce qu'ont fait les autres. Tâchons de nous éveiller, effectivement. Accueillons la complexité aussi. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes complexes qui nous reviennent dans la figure. Nous avons tendance à simplifier. Regardez les votes, regardez la manière dont ça part. Les gens cherchent des solutions pour simplifier. En fait, nous devons nous laisser prendre par cette complexité. Là viendra la créativité. Il faut accepter de considérer ces situations difficiles, les laisser rentrer, et puis ça viendra quand ça viendra. Mais le simple fait
d'accueillir, de se mettre dans une logique de bienveillance, parce que la bienveillance part du principe que nous avons besoin de tout le monde. Ça, c'est une difficulté très française, entre parenthèses, la malveillance. Nous pensons que les autres font toujours des choses qui ne collent pas. Mais en fait, nous avons besoin de tout le monde. Et nous aussi, nous faisons des choses qui ne collent pas. Donc, essayez de reconstituer l'ensemble du tableau et voir comment on peut se doter d'un dessin commun. Voilà, ça, ce sont des chemins solides, durables, et ça va prendre du temps. Merci. Une autre question? Si vous voulez bien vous lever pour poser la question, comme ça, voilà, ça permet à tout le monde de voir qui parle. Merci. Bonjour, je souhaitais vous poser une question surtout du point de vue de Nestlé, sur la prise de décision et les motivations au sein d'un grand groupe. Comment s'articulent les motivations entre d'une part des enjeux qui seraient purement altruistes, généreux, d'autre part des enjeux sans qu'il n'y ait rien de péjoratif là-dedans, mais plus business et peut-être communication, et des enjeux financiers. Comment s'articulent ces trois enjeux sur le plan des motivations? Et peut-être y a-t-il des contraintes de ces différents ordres qui sont amenés à entrer en conflit ou en opposition parfois? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple et nous dire comment ces contraintes ont été résolues? Non, c'est une belle question. Vous savez sans doute que Nestlé est partout dans le monde. Il y a 500 usines. Elles sont toutes assez petites, hein. Elles font en moyenne 200 à 300 personnes. On est en contact avec une chaîne d'approvisionnement. Il y a plusieurs centaines de milliers de fournisseurs. Donc votre question, il faudrait demander à Pierre-Yves Gomez de m'aider, parce que là on est dans une... en fait, Nestlé fait face à la problématique économique, sociale, environnementale de cette planète. Il y a des actionnaires qui attendent un retour sur investissement, c'est clair. Il y a aussi une réalité économique, c'est que on est dans l'agroalimentaire. Donc c'est une activité qui est relativement stable. J'ai travaillé chez Alpha avant, c'était de l'industrie. Un coup, on avait un carnet de commandes de cette taille, et puis l'année d'après, ainsi. Là, c'est relativement stable, donc on a une certaine visibilité. Ceci étant dit, on est challengé par des acteurs qui sont beaucoup plus agiles, des nouveaux modèles d'organisation en réseau. Comme on est partout dans le monde, on est certes le plus gros mondialement, mais quand on est en Chine ou au Pakistan, il y a toujours un acteur local qui est aussi gros que nous dans ce pays-là et qui aura une organisation beaucoup plus agile. Et donc ça, c'est notre environnement économique. Plus une demande des jeunes qui ont envie, qui recherchent du sens, les 10 à 35 ans, qui vont demander d'une entreprise comme Nestlé que ce sens soit exprimé, soit articulé dans la stratégie. Et donc ça, c'est une équation qui est complexe à résoudre pour Nestlé, et que Nestlé essaye de résoudre, et va essayer de décliner dans sa stratégie opérationnelle, de par le monde, en essayant de prendre en compte les problématiques des clients qui deviennent de plus en plus exigeants, vis-à-vis de produits tels que, Bénédicte, tu viens de le décrire, qui doivent correspondre à leur goût, au respect de l'environnement, au respect de la dimension sociale, pas de travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement, de la transparence sur les étiquettes, aux fournisseurs qui sont challengés dans le cacao. Ils n'arrivent plus à produire du cacao parce que c'est plus intéressant de faire pousser de l'EVA. Et donc, Nestlé va essayer de les aider pour les former. On est face à une problématique qui est gigantesque, qui part dans toutes les directions, et ça, c'est notre contexte actuel. Et cette équation-là, elle est complexe, comme vous le comprenez. Donc, la réponse, elle n'est pas monobloc. Il y a les actionnaires, les clients, les fournisseurs, les consommateurs, et ça, c'est notre environnement, au niveau de la planète, globalement. C'est pas simple. Et la réalité, et j'en termine avec ça,
c'est qu'aujourd'hui, en 2015, avec la COP21 par exemple, on est acteur de la COP21. Le CEO de Nestlé sera à Paris, parce qu'on est en lien avec le WWF, avec Greenpeace, avec le World Business Council, avec les Nations Unies, localement avec tous les pays. On est en contact avec les ONG. Ça, c'est notre écosystème. C'est là-dedans qu'on doit faire du business, et un business qui est à la fois responsable et perçu comme ça. Donc ce n'est pas juste de la communication, ça doit se concrétiser sur le terrain de façon visible pour les fermiers auxquels on achète du cacao, pour nos fournisseurs avec lesquels on travaille et auxquels on demande de se comporter de façon responsable. C'est-à-dire que nos fournisseurs, on va leur dire vous devez respecter l'environnement, vous devez ne pas avoir d'enfants dans votre usine, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, ça c'est ma réponse, qui est une réponse. Moi, je n'aimerais pas être le CEO de Nestlé, je ne le suis pas, parce que ce n'est pas simple. Et pour terminer, parce que c'était votre question, c'est comment s'organise la chaîne de décision et de prise de responsabilité. C'est quelque chose qui est partagé, il y a un alignement avec une stratégie, c'est discuté, c'est revu régulièrement, annuellement. C'est un processus qui est mouvant et qui doit s'adapter à la réalité économique dans les pays où on se trouve, parce qu'elle va être différente au Pakistan, en Colombie, en France ou en Suisse. Voilà. Bonjour. Vous êtes ici autour de ces tables carrées et pas rondes. Différents profils. Il manque un profil médiatique, un profil communication, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est parce que ce domaine-là, qui est très présent et qui a beaucoup d'influence sur notre société, a un peu de retard dans la réflexion qu'on a aujourd'hui? Donc, est-ce que, de par vos expériences, vous connaissez, peut-être plus en politique, des beaux exemples que vous pouvez nous partager sur le fait que le monde de la communication, le monde des médias ait pris conscience des dangers et des enjeux qui nous attendent? Et sinon, comment, à travers des actions et des engagements individuels, puisque je pense avoir compris que c'était la clé, comment transformer ce monde des médias qui est un monde assez impactant pour la société d'aujourd'hui? Le silence est aussi une forme de communication. Enfin, un mouvement comme le nôtre, sans le soutien des médias, serait resté très, très confidentiel. Il l'est déjà, mais il serait encore resté davantage. Et donc, on est arrivé en fait à mobiliser un certain nombre de médias à partir d'opérations, très novatrices. Je vais prendre par exemple un exemple, c'est à Versailles, donc sur le quartier Notre-Dame, pour ceux qui connaissent bien la ville, donc le quartier le plus bourgeois de Versailles. On réalise une opération, une pension de famille, des logements pour étudiants et pour des familles en grande fragilité sociale. Et naturellement, immédiatement, il y a une opposition extrêmement forte, au point que le dossier remonte à la mairie. On a la chance d'avoir Étienne Pinte, qui lui a une très bonne, très soutenue par les médias, et il nous convoque. Et là, il y a deux élus du logement et de l'urbanisme. Et en fait, les deux élus vont dire en fait au maire: mais monsieur le maire, c'est absolument pas possible que vous acceptiez qu'Habitat Humanis réalise cette opération. Alors il dit: et pourquoi? Bien pourquoi? Parce qu'en fait, on va pas repasser. Alors il ajoute: eh bien, je ne me suis pas fait élire pour repasser, mais pour faire passer des projets. Et finalement, il va mobiliser les médias au point que cette opération, progressivement, elle a trouvé sa place. Et les médias ne sont pas simplement contentés à faire un focus
sur l'ouverture de cette maison, mais ont accompagné cette opération. On rencontrait aussi les personnes qui étaient hébergées, logées au sein de cette maison. Finalement, voici que ça a aussi changé un certain nombre de journalistes et qui ont dit mais cette opération, ça vaut la peine, il faut la faire connaître. Bénédicte disait tout à l'heure, je trouvais que c'était très très juste, elle disait finalement il faut prendre le temps de s'arrêter, le temps pour voir. C'est d'abord un temps de reconnaissance. Et reconnaître, c'est toujours une invitation à faire naître. Je pense à cette autre opération ici à Lyon, c'était un SDF roumain, et Dieu sait si alors notre pays a des difficultés par rapport à l'accueil des Roumains. Et cet homme est malheureusement tabassé, va à l'hôpital, et c'est un journaliste qu'il avait un peu connu, qui nous appelle. Cet homme, on a pu en fait le loger, on lui a donné du travail, et il travaille d'ailleurs au sein d'Habiter Humanisme aujourd'hui. Et ce journaliste s'est arrangé à faire tomber des clichés. Cet homme, celui qui était SDF, avait une qualité de cœur absolument exceptionnelle. Il s'était arrangé avec beaucoup d'intelligence. Le soir, il allait voir les fleuristes et puis en disant est-ce qu'il y a des fleurs que vous n'allez pas revendre demain? Alors, oui. Et donc on lui donnait des fleurs et chaque fois que finalement une personne apportait une piécette, eh bien il donnait une fleur. Et à partir de cette approche, le journaliste a mis cela en fait en exergue. Et aujourd'hui, cet homme est en train de se reconstruire et un certain nombre de personnes, grâce à ce média, finalement l'ont rencontré. Et à partir de la petite communauté roumaine, une femme absolument extraordinaire qui est agrégée de lettres de France et qui ne va pas, qui n'est pas professeure délibérément parce qu'en fait elle fait des ménages la nuit pour les immeubles de bureaux et pour donner tout son temps à faire en sorte d'aider des membres de la communauté roumaine à trouver leur place. Et cela, en fait, voilà, deux exemples, deux médias qui ont rendu des choses possibles. Je vous parlais tout à l'heure des initiatives de jumelage au Mans entre des paroisses françaises et puis des paroisses syriennes. On a été amené à parler et à partager ce qui se vivait aux médias locaux, et ça s'est fait assez naturellement, d'abord par les réseaux sociaux. Je crois qu'en fait, les réseaux sociaux sont quand même une nouvelle donnée depuis une dizaine d'années, surtout en France depuis une dizaine d'années, même peut-être un peu moins, qui permet de faire circuler l'information de manière beaucoup plus rapide et de rejoindre les médias assez rapidement. Et les médias locaux dans la Sarthe se sont emparés tout de suite de cette actualité sur cette fraternité qui se faisait entre la Sarthe et puis l'Orient. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, il peut se passer des choses merveilleuses, mais si on ne se soucie pas un tant soit peu de le communiquer auprès des médias, eh bien évidemment les médias ne le reprendront pas. Donc ça montre bien qu'il y a aussi un effort à faire de notre part, d'aller voir les médias qui ne sont pas nécessairement hostiles à ce que nous faisons. Et parfois, je crois qu'il y a ce travers, une crainte qui peut être trop présente, d'avoir peur d'aller sous les feux de l'actualité, en craignant que ces feux nous brûlent. C'est faux. C'est faux. Si on prend le temps d'utiliser un langage qui est compréhensible par tous, si on prend le temps de construire cette relation de confiance aussi avec les médias, on peut permettre que des initiatives qui sont locales, tout d'un coup, prennent une envergure qui est beaucoup plus grande et qu'on arrive justement à cette démultiplication dont on a besoin. On en parlait tout à l'heure, voilà, comment faire en sorte que ces petites choses puissent aussi prendre de l'envergure. Et bien, là, on a besoin des médias, justement. Mais ça demande d'aller les voir, de les mobiliser. Et ils le font de manière assez volontaire parce que c'est aussi leur travail et qu'ils y voient un intérêt. Du coup, je vais en profiter pour faire de la pub pour une des participantes que j'ai vue ce matin. Je ne sais pas où elle est, là, j'ai pas vu. Le projet Imagine, je ne sais pas si vous connaissez.
Donc une journaliste de la télé, Frédéric Bedos, où est-ce qu'elle est, Raphaël qui, comme plusieurs journalistes d'ailleurs nous l'ont dit, voilà, à un moment donné, on a assez de mettre les feux sur tout ce qui va mal dans le monde et se disent, mais moi, j'aimerais valoriser voilà, les gens qui font bouger les lignes. Et donc Frédéric qui, avec Raphaël et plein d'autres, mettent en valeur les héros, les humble heroes, les héros humbles. Et donc tout ça, on a différents sites, Chamengo, Imagine, Spark News, etc. Donc beaucoup de choses sur Internet qui valorisent voilà, ces entrepreneurs du changement. Maintenant, je pense que les médias pourraient aller un cran plus loin. Oui. Juste un petit partage d'expérience. Ce que j'observe chez Nestlé, c'est qu'on a une approche des médias qui est très systématique. C'est-à-dire que ça va être les news, mais ça va être aussi Facebook, ça va être Twitter, ça va être tous les médias en fait. Et on va passer du temps à observer ce qui se dit sur Nestlé. On est très précautionneux, comme beaucoup d'entreprises, parce que si on communique entre guillemets trop, on peut être perçu comme manipulant les médias. C'est un exercice qui est très compliqué pour une entreprise, notamment pour une entreprise internationale. Plus elle a de visibilité, plus c'est complexe. Et donc, chez Nestlé, on a une approche plutôt en deçà, le niveau en dessous, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'on va faire les choses, mais on ne va pas forcément les dire, parce qu'on ne voudrait pas être perçu comme survendant. En revanche, on va bien volontiers venir avec un journaliste en Côte d'Ivoire pour lui montrer ce qu'on fait avec les fermiers qui produisent du cacao, comment on aide à mettre en place des écoles et ainsi de suite. Et puis après, le journaliste fait l'article qu'il veut. Mais ça on peut faire. Et on fait très attention. C'est pas si facile que ça. Quand j'étais chez Apprenti d'Auteuil, on a monté un projet avec le groupe L'Oréal de créer des écoles de coiffure pour des jeunes en difficulté. Donc on a négocié avec eux pendant longtemps. Et ces écoles se développent et marchent bien. Mais c'est vrai que pour l'entreprise, là encore, pour eux, c'était on vous aide, on veut bien qu'il y ait une inauguration, mais comme minimale, interne, pour fédérer les collaborateurs, montrer que notre action elle a du sens et qu'au-delà des produits ou du profit que l'on peut viser, on est aussi capable, dans notre environnement, de créer de la richesse pour les hommes, mais pas de com externe. Moi, je voulais juste introduire un élément complémentaire qui ne concerne pas les médias, mais je voulais simplement dire qu'on parle beaucoup là d'action locale, d'action humble qui se développe. Bon, il y a quand même un moment où il va falloir s'intéresser au global. Parce que sinon, on est un peu comme les gens qui font des châteaux de sable, et puis il y a une vague qui passe, et il n'y a plus de château de sable. C'est-à-dire, on est quand même dans un monde interconnecté, on a des processus de décision régionaux, nationaux, européens, internationaux, l'OMC, machin. Bon, tout ça, ça vient taper droit dans ce que nous faisons dans nos territoires, dans nos lieux de vie. Donc je pense qu'il faut qu'on s'organise. Alors c'est là qu'il faut trouver, il y a des chemins à trouver. Il faut trouver effectivement le lien avec ceux qui nous représentent. Et simplement, il faut arriver à sortir d'un lobbying partisan, j'allais dire, où on va nous dire, vous êtes des partisans, vous êtes... vous voyez, quand on parle de l'entreprise, là, tout à l'heure, une entreprise qui sait vraiment construire, qui apporte de multiples contributions à la qualité de vie sur un territoire, normalement, si je défends cette entreprise, je ne suis pas en train de faire le lobbying des patrons. Je défends quelque chose qui est de l'ordre du bien commun. Donc il faut que nous arrivions à trouver ensemble un système et des formes d'intervention. Ça prend un peu de temps. Il faut construire les bons chemins pour ça. Mais je pense qu'il faut qu'on mette ça dans notre réflexion. Parce que sinon, on va faire du small is beautiful et on va avoir, finalement, on fera des châteaux de sable parce qu'on n'arrivera pas à faire bouger les différents niveaux de la structure. Voilà. Je voulais dire ça parce qu'il me semblait que ça manquait un peu dans notre débat. Nicolas, le mot de la fin.
C'est à nouveau une observation. J'ai la chance d'être chez Nestlé, donc de voir ce que fait Nestlé en termes global. J'ai touché un mot tout à l'heure sur les connexions. Mais ça va être vrai pour des entreprises avec lesquelles tu es en contact, Danone, Schneider, Renault. Tu sais bien qu'elles sont hyper connectées avec les Nations Unies, l'OMC, le WWF, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc cette dimension globale, quand on est une entreprise globale, on ne peut pas y échapper. Et donc, soit on y participe, soit on reste en dehors. Mais à ce moment-là, ce n'est pas du tout bien perçu aujourd'hui, et de moins en moins. Et donc, on n'a pas le choix. Et donc, pour un acteur, enfin, je donne un témoignage de ce que je vois hein, dans l'entreprise dans laquelle je suis. Il y a une hyper connexion. Et parfois, on peut même se poser la question, pourquoi est-ce que... Alors, c'est vrai qu'on est en Suisse, on est près des Nations Unies, il y a le siège de WWF qui est là-bas, il y a Greenpeace, ils sont tous là, plus la Banque internationale, la finance internationale et autres. Donc, on est privilégié. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, j'ai souhaité aller dans cet environnement. Mais c'est l'approche systémique, en tout cas de ce que j'observe dans l'entreprise dans laquelle je suis, on est au cœur.